Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir, bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Aujourd'hui, on va parler politique, société, on va parler médiation, discussion, rencontre politique, rencontre en tout court, mais c'est hors d'Haïti. On est heureux d'être chez vous, comme d'habitude, pour cette émission de la rubrique Le Point de Métropole. Votre invité d'aujourd'hui, c'est une habituée du plateau, Madame Ginette Chérubin, que nous sommes heureux et vraiment très heureux de revoir sur le plateau. Madame Chérubin, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Bonjour, Jean-Jules Desauguste. Le plaisir est partagé de vous rencontrer à nouveau et de me mettre aussi à la disposition du public de Métropole que je salue chaleureusement. Et on se souvient de la dernière émission que nous avons eue. Ah, on s'est laissé avec de jolis sourires, sincères et vraiment profonds. La dernière fois qu'on s'est vu, avec beaucoup d'espoir, on s'est laissé. Bon, contre l'adversité, il faut réagir. Donc, c'est vrai que le sourire aide beaucoup à traverser les moments difficiles. Pas à pas, on avance, mais pas vraiment au rythme que l'on souhaiterait. C'est très difficile. Le rythme, c'était quoi? Bon, au début, quand nous nous sommes rencontrés au Montana, nous avions pensé qu'en quelques mois, on aurait pu avancer très vite et puis installer même un gouvernement de transition, etc., comme l'avait prévu l'accord. Mais la société haïtienne est difficile, elle est compliquée. Et donc, ce qui fait que jusqu'à présent, on traîne encore, mais on avance de toute façon. Le problème est où? Pardon? Le problème, c'est où? Non, le problème est dans, si vous voulez, les relations interhaïtiennes, la culture haïtienne. Vous savez, les gens, ils veulent toujours qu'ils soient les premiers à faire des choses. Par exemple, dans l'accord de Montana, pour élaborer cet accord, nous avons fait le tour de tous ceux qui avaient déjà réfléchi sur la crise haïtienne et proposé des solutions. Et nous avons fait des rencontres, des assises au Montana, justement, d'où le nom de l'accord. D'abord, un premier ensemble d'ateliers, et puis après, il y a eu la restitution et tout. Donc, plus de 1000 signataires, y compris des organisations, des personnalités et tout ça. Et les organisations regroupent un ensemble de personnes. Je n'ai pas le nombre pour toutes les organisations. Ça veut dire que quand on parle de milliers de signatures, c'est multiplié par 5, multiplié par 10 le nombre de personnes. Ce qui fait qu'on avait cru que la plateforme d'adhésion était suffisante pour avancer très vite. Et comme je vous dis, il faut toujours innover. Donc chaque fois qu'un groupe se met en tête qu'il pourrait contribuer à la résolution de la crise, il recommence à concevoir un accord. Et c'est très difficile de retrouver Montana dans le nombre d'acteurs qui ont signé cet accord-là. Donc les gens recommencent à chaque fois, on perd du temps. Ensuite, il y a en dehors de l'individualisme, il y a les intérêts plus profonds, je pourrais dire. Parce que, en fait, la différence est dans les objectifs visés. Nous autres, au Montana, ce que nous visons, c'est la rupture. Parce que nous voulons éliminer les causes qui nous ont menés à la situation que nous vivons actuellement. C'est quoi cette situation? C'est une situation de pauvreté extrême. C'est une situation où il y a une totale impunité. Quel que soit ce que vous faites, ça passe. On efface le tableau, comme disait l'autre. Et puis, chacun continue son petit bonhomme de chemin. C'est le banditisme qui a pris beaucoup d'ampleur, mais qui est aussi lié. Mon Dieu, je m'excuse, j'ai cru avoir fermé ce téléphone. C'est pas grave, vous pouvez continuer, on comprend. Oui, j'éteins. Et oui, donc le banditisme, justement, que je disais, qui s'est vraiment développé. Mais c'est dû à quoi? C'est parce qu'on a trouvé un terreau fertile pour pouvoir corrompre les gens, leur promettre de l'argent, une réussite sociale qu'ils ne voient pas. Ils ne savent aucune voie, ils ne trouvent aucune voie devant eux, ouverte devant eux, pour que l'ascension sociale se fasse. Donc ils sont bloqués dans une pauvreté. Donc, avec cette situation-là, on arrive à les corrompre, à leur donner de l'argent, à leur donner des armes, et de très jeunes enfants. C'est écœurant. Et si vous voyez les groupes, dans les groupes de bandits, des enfants de 15, 13 ans, des adolescents, quoi. Donc, ce sont des gens qui sentent qu'ils n'ont aucun avenir et qui finalement deviennent très vulnérables. Désespérés. Désespérés, ils deviennent très vulnérables. Et puis, au fur et à mesure, c'est ça aussi la déshumanisation. Parce que quand on a fait l'argent facile, donc on a marché sous eux. On a marché sous eux, on viole, on tue, on agresse, on demande de l'argent.
Voilà, un autre problème, c'est d'affaire de banditisme, comment je pourrais dire, faire accroître la pauvreté parce que la classe moyenne se décapitalise. Le bandit prend, il kidnappe, il demande une somme d'argent. Pour jouer une somme d'argent, ça, il y a des gens qui vendent tout ce qu'ils ont, il y a des gens qui sont aidés par la diaspora ou bien qui vont faire des prêts bancaires. Est-ce qu'ils pourront jamais retrouver une stabilité économique? Vous avez parlé tout à l'heure, madame. Le désespoir est total. Chez Robin, de ces personnes qui veulent être les premières, des gens qui veulent être les premiers à faire des choses. En tout, il faut toujours des premiers, un premier. Quelqu'un pour faire le premier pas, pour prendre la première décision. Est-ce que c'est la forme de la décision qui est le problème ou bien c'est la personne à vouloir faire le premier pas, non, le premier geste, la première action? Il s'agit de temps perdu parce que c'est une duplication de choses qui ont déjà été faites. Un exemple, c'est à partir de 2021 que l'accord a été élaboré, je ne vais pas refaire l'historique, la grande réunion du secteur privé en janvier 2021 et puis... Et toute cette fameuse caravane, excusez-moi si j'utilise ce mot caravane, parce qu'il a été un peu dévoyé, et caravane pour collecter tout ce que je vous ai dit là. Et donc nous avons quand même avancé. Imaginez-vous que notre groupe qui se dit « Ah, je vais contribuer à la résolution de la crise ». Pourquoi ce groupe-là ne vient pas retrouver Montana et on essaie de voir ensemble ce qui devrait être revu ou corrigé, etc., dans le premier effort qui a été fait. Non, ils vont recommencer. Donc c'est ainsi qu'on a eu des accords. Naturellement, il y a un point positif, c'est que les Haïtiens montrent, en fait, ceci montre, c'est un indice que les gens veulent bien s'embarquer. Mais en même temps, ils perdent plus de temps parce que le dialogue n'avance pas et puis chacun a prédit sous position par eux. Alors qu'il y a des points qui sont communs. Je parlais de la pauvreté tout à l'heure. Tout le monde veut lutter contre la pauvreté. Tout le monde veut que la situation économique s'améliore, etc. Mais chaque accord dit même bagaille ça, c'est que nous avons une série de points que nous rencontrons. Ce qui fait peur, c'est le mot de rupture. Parce que je disais tout à l'heure, il y a un projet de continuité. Les gens qui veulent s'installer dans la corruption, dans le vol, dans l'irresponsabilité de l'État. Et pendant les 10 dernières années, en tout cas la dernière décennie, on a vu les choses s'aggraver en ce sens. Ce projet de continuité-là, ils veulent... Madame Ginette Chérubin, vous savez ce qu'on reproche aux acteurs sociopolitiques, économiques d'Haïti, c'est qu'ils sont incapables de s'entendre même sur ce qu'ils veulent. Vous avez parlé des points communs qu'il y a aujourd'hui dans les différents accords. Mais avant peut-être d'aller voir ailleurs, est-ce qu'on ne pourrait pas s'entendre sur l'essentiel, ici, en Haïti par exemple? Avant de vous répondre, je voulais juste terminer ce que je disais, cette affaire de continuité, pour vous dire que vraiment, il y a en opposition deux projets. Vous vous rappelez que Ariel Henry, quand il a été installé par l'International, puisqu'on a su par Mme Lalime qu'il était Premier ministre, donc il a bien dit qu'il continuait le projet de Jovenel Moïse. Et c'est justement la continuité de ce projet dont je vous ai parlé qui détruit Haïti en fin de compte. Nous autres, nous voulons de nouveaux projets, un projet de rupture. Donc c'est pourquoi, c'est là qu'il y a le point d'achoppement. Absolument, je vous ai laissé continuer, mais revenons à la question. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'entendre sur l'essentiel? C'est-à-dire, vous avez parlé des points communs qu'il y a dans ces accords en Haïti. C'est-à-dire, les acteurs, tous veulent un changement, on veut tous un progrès pour le pays. Il y a deux projets. Oui, je parle des gens... du changement et puis il y a un autre projet. Je vous reprends peut-être, je reprends vos mots, de ces accords-là qui ont un point commun. Le bannissement de la pauvreté, un progrès, l'éducation, la santé, etc. Disons une forme de rupture. Au moins, il y a des accords qui s'entendent sur ces points-là. La sécurité, etc., les élections. Il y a ça comme point commun chez certains acteurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'entendre et construire un bloc monolithique et faire une proposition, par exemple? Donc, le bloc monolithique peut se construire d'un côté avec ceux qui veulent la rupture et de l'autre côté les rétrogrades qui veulent rester dans la continuité. Donc, il y a vraiment de plus en plus, chemin faisant, et il y a eu une tournée, enfin un ensemble de négociations dernièrement, il y a eu un médiateur, il y a eu un ensemble de discussions et d'échanges et on s'est retrouvés, effectivement. Beaucoup d'acteurs se sont retrouvés autour des points principaux qui pourraient nous conduire à la rupture. Oui, exactement, à la rupture. Et j'ai entendu des diplomates dire que c'est la première fois que des Haïtiens étaient arrivés à ce niveau-là de consensus. Donc ça marchait très bien. Autour de la table, il y avait aussi 21 décembre. Mais dès que les autres ont commencé à s'entendre sur des points
qui veulent vraiment avancer vers un changement, par exemple, simplement le retour à l'ordre constitutionnel, le 21 décembre, c'est retiré. Parce que retourner à l'ordre constitutionnel, à l'ordre républicain, implique, par exemple, de s'inspirer de l'exécutif proposé par l'exécution, qui est la forme bicéphale. Or, ces gens ne veulent pas entendre la question de l'accord bicéphale. Non seulement ils ne veulent pas l'entendre à un moment d'échange avec le gouvernement en place, puisque le Montana a eu des échanges avec le gouvernement en place, vous vous rappelez. À un moment où Montana a parlé de bicéphale, eh bien, le Premier ministre a dit « je n'ai ni le mandat ni l'autorisation d'aller vers le bicéphale ». Donc, ça veut dire que c'est clair que ce gouvernement en place est dépendant, il reçoit des ordres ailleurs qu'en Haïti. Donc, bref, on disait qu'on est arrivé à un point d'échange où les acteurs commençaient à s'entendre et ceci a même été signalé par des diplomates. C'est pour vous donner raison qu'à ce tournant-là où tout le monde est frappé par la situation et les gens ont commencé à se réveiller. Et c'est vrai que on commence à s'entendre sur des points essentiels. On a un très bon prétexte pour l'émission d'aujourd'hui, c'est cette rencontre qui va se faire à la Jamaïque. L'accord de Montana sera représenté. Je voudrais commencer peut-être par des questions basiques, Mme Ginette Chérubin. L'initiative est de qui? Alors, je m'explique un petit peu. D'Haïti ou de la CARICOM pour cette rencontre à la Jamaïque? Si c'est d'Haïti, peut-être les acteurs aussi. Je pourrais dire les deux, en un sens. Parce que vous vous rappelez que cette situation haïtienne a été traitée par les Américains. Les Américains ont fait appel au Canada pour pouvoir intervenir. Et alors, à ce moment-là, ils donnaient suite à la demande formelle d'Ariel Henry, qu'il a démenti récemment. Cette demande formelle que des troupes interviennent en Haïti, des troupes armées interviennent en Haïti, qu'il y a une intervention. Et les États-Unis, qui sont toujours très impliqués dans les affaires haïtiennes et qui, entre autres, sont impliqués dans la crise que nous vivons, ils ont essayé de passer la balle au Canada pour que le Canada prenne le leadership de cette intervention demandée par Ariel Henry. Le Canada a fait marche arrière. Ils ont été voir la CARICOM a fait marche arrière aussi. La CARICOM est plutôt décidée à donner ce que nous-mêmes, nous avons demandé, un accompagnement aux forces de sécurité haïtiennes. C'est pourquoi je vous dis qu'en réalité, ce qui va se passer là, c'est une initiative de la CARICOM, mais c'est aussi à partir du discours et des efforts et du message de Montana et de peut-être quelques autres acteurs aussi. Nous n'allons pas dire que nous avons l'exclusivité. Donc, ils ont compris qu'il ne faudrait pas venir une intervention. Enfin, ils sont convenus qu'une intervention militaire en Haïti ne résoudrait pas la solution. L'accompagnement et des forces de sécurité, mais en même temps l'accompagnement des Haïtiens pour arriver à un consensus. Mais Mme Ginette Chérubin, je m'en souviens, la CARICOM a délégué des émissaires en Haïti pour venir rencontrer des acteurs qui sont allés voir des émissaires, peut-être se mettre à la queue leu pour leur parler, se plaindre, raconter l'histoire, etc. Et depuis, rien n'a été fait. Je voudrais que vous rappelez le mot à la queue leu, s'il vous plaît. C'est-à-dire à la file indienne, c'est-à-dire l'un après l'autre, etc. C'est un peu péjoratif, en tout cas. Ah ben, si ça dérange, ce n'est pas l'intention. J'ai voulu dire l'un après l'autre, à la file indienne. Peut-être la fondation, j'aime la fondation à la queue leu, mais si ça dérange, madame, on est désolé, mais allons-y, l'un après l'autre, à la file indienne. Alors, c'est parce que l'un après l'autre à la file indienne renvoie à une certaine attente de quelque chose que vous commandez. C'est pourquoi que vous attendez. Donc, mais pourquoi est-ce que vous êtes allé voir les émissaires de la CARICOM? Je vais vous répondre. Allons-y pas par pas. Allez-y. Pas à pas. Alors oui, je vous disais que la CARICOM avait été sollicitée pour une intervention militaire. Et l'affaire s'est rectifiée. Ils ont compris que ce serait mieux un accompagnement de la police et en même temps un accompagnement des acteurs haïtiens pour qu'ils arrivent à un consensus. Donc je vous disais que quelque part, Montana a joué un rôle, puisque Montana prône ce consensus depuis 2 ans. Mais la décision a été prise par les pays de la CARICOM. Maintenant, pour qu'ils accompagnent les Haïtiens en vue de ce consensus, il faut qu'ils puissent les rencontrer ensemble. Donc la première étape a été de venir en Haïti, de rencontrer individuellement les groupes qu'ils ont jugés comme les groupes les plus représentatifs. Ils les ont vus... L'un après l'autre. Bon, d'accord. On va pas faire le débat là-dessus. Non, donc... Oui, alors, ils ne les ont pas rencontrés ensemble, vous êtes d'accord? Exactement. Okay. Ils les ont rencontrés spontanément. Séparément. C'était donc la première étape de cette médiation, de cette facilitation entre les acteurs haïtiens en vue d'un consensus. Il y a une deuxième étape maintenant qui se dessine et qui va se passer à la Jamaïque. La question que l'on se pose, et beaucoup d'Haïtiens vous posent et se posent cette question,
Pourquoi la Jamaïque? Et il y a même des acteurs qui ont décliné l'invitation pour dire que les problèmes haïtiens doivent se résoudre en Haïti, donc par des Haïtiens. Donc, pourquoi la Jamaïque, si on vous pose cette question? La réponse est complexe. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est une question intéressante, la réponse est complexe. N'oubliez pas que Haïti est comme l'initiateur du panaméricanisme. Haïti a donné le premier signal de la solidarité des peuples. Ça, vous le savez. Donc maintenant, si on nous le rend, on ne peut pas cracher dessus. Ce sont des pays frères, ce sont des pays voisins qui sentent qu'il y a un problème dans la région et qui veulent apporter une contribution. Donc pourquoi ne pas accepter cette contribution? Ils ne nous font pas la leçon, ce ne sont pas eux qui nous ont dit « asseyez-vous ensemble », etc. Montana, comme je vous dis, depuis sa mise en place, est en train de rencontrer des acteurs, de faire ce même travail. Donc nous, en Haïti, nous avons déjà enclenché le processus de discussion et de dialogue pour aller vers un consensus. Maintenant, s'il y a des pays voisins de la région qui veulent nous accompagner aussi, pourquoi refuser? Donc le travail se fait et ici et dans les pays, à la Jamaïque pour le moment, mais ça pourrait être aussi ailleurs. Et nous autres, nous sommes très sensibles au dialogue sud-sud. Donc ce sont des pays qui nous ressemblent, ce sont des pays frères. Pourquoi ne pas aller chez eux et continuer le processus qui a déjà été enclenché en Haïti? Les informations font croire que vous êtes au nombre d'une trentaine d'acteurs de la société civile, du secteur politique, du secteur économique à être invités. Donc il y en a qui ont décliné l'invitation. Effectivement, on est combien à y participer, à accepter l'invitation? Je n'ai pas le nombre exact, mais je pense que ça tourne autour de la trentaine, comme vous venez de dire. C'est ça. Alors, à avoir été invité ou bien à avoir accepté l'invitation? Je n'ai pas fait le bilan. Donc ça, ce sont les invités. Je parle des invités. Il y a une trentaine d'invités. Je n'ai pas estimé, je n'ai pas fait l'identification de ceux qui n'ont pas accepté l'invitation. Il y en a qui n'ont pas accepté, ils ont leurs raisons. Mais si vous permettez, il y en a qui évoquent une raison justement, c'est en Haïti que tout doit se résoudre, comme quoi ce sont les plus nationalistes, ce sont eux qui sont les plus nationalistes. Et je pense que le HCT a eu cette position officielle. Est-ce que je me trompe? Vous ne vous trompez pas? Je ne me trompe pas. Est-ce que ces structures-là ont tort? Mais ce HCT est rallié à un gouvernement qui a été installé par l'international. C'est pour vous montrer à quel point ils sont nationalistes. Hein? C'est l'international qui les installe. Ce sont eux qui font appel à l'international pour une intervention militaire. Et j'ai même le petit texte là, s'il faut que je le lise, je le lirai, parce que maintenant on dit autre chose. On parle d'accompagnement. Accompagnement robuste, qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous allez accompagner quelqu'un de manière robuste? Donc il y a un sous-entendu dans robuste. Et si on se réfère au premier texte, le Premier ministre a carrément demandé une intervention militaire qui devrait venir en quantité suffisante pour mettre la paix, si vous voulez, sur tout le territoire national. Donc c'était bel et bien une intervention militaire. Alors ce sont ces gens maintenant qui sont plus nationalistes que les autres. Ils sont installés par l'international, ils appellent l'international à la rescousse, et puis ce sont eux qui font la leçon du nationalisme, de gens qui croient dans ce pays et tout. Madame Chérubin, quelle est l'assurance que vous avez que cette rencontre qui va se faire à la Jamaïque va apporter des fruits escomptés, par exemple, une entente, si on peut appeler ça comme ça, une résolution, des résolutions pouvant aider à sortir Haïti du chaos? Quelle est l'assurance? Non, on ne peut pas avoir d'assurance. Écoutez, ce n'est pas une loterie. On ne peut pas avoir d'assurance, mais on espère, on pense que, comme je vous dis, étant donné que le dialogue entre plusieurs acteurs en Haïti est déjà pas mal avancé, nous pensons que nous allons déboucher sur une étape encore positive pour avancer vers les résultats escomptés. Mais on ne peut pas dire qu'on a déjà l'assurance. Nous ne sommes pas les seuls, il y a plusieurs acteurs. Donc nous ne sommes pas les seuls, on ne peut pas parler d'assurance totale. Et puis j'ai rectifié une radio hier qui disait une entente. Une entente, c'est vague quand on parle d'entente. Il faut bien spécifier les termes de l'entente. Il faut qu'on mette en contexte de quelle entente nous parlons. Et comme je vous dis, le plus important pour nous, c'est de sentir que nous avançons vers la rupture et que nous retournons aussi, nous mettons les jalons pour retourner à l'ordre constitutionnel. Vous avez l'agenda de cette rencontre? Je ne l'ai pas devant moi, mais on va parler de la question de la gouvernance. Qu'est-ce que la gouvernance pourrait faire dans le moment actuel pour améliorer la situation? Quelles sont les conditions souhaitées pour qu'on ait de bonnes élections, des élections crédibles, honnêtes, etc., comme on a l'habitude de le dire. Et il y a un point très important, c'est celui qui parle de quelles dispositions
devrait-on prendre pour éviter qu'on ne retombe dans une crise similaire à celle que nous vivons maintenant en Haïti. Donc, ceci est l'une des raisons aussi qui nous a stimulés à prendre part à la rencontre. Parce que ce sont des gens tels qu'ils ont conçu l'agenda et ils attendent, on sent qu'ils cherchent des solutions, qu'ils veulent nous accompagner, disons, pour que nous arrivions à des solutions durables. Donc il n'y a pas que la préoccupation de pacifier un moment pour avoir des élections immédiatement, monter un CEP, il n'y a pas seulement cette préoccupation. Donc dans l'agenda, il y a des signes de recherche d'une solution durable. Parce que nous autres, c'est ce que nous voulons aussi, créer des conditions. Comme je parlais par exemple de l'impunité qui sévit. Donc nous devons, avec un gouvernement de transition, faire les premiers pas, poser les premiers jalons pour qu'il y ait des signes clairs que l'impunité va cesser. Donc ce sont des points comme ça qui sont importants il faut s'accorder autour de ces points pour donner un signal clair de la quête d'une solution durable à ce qui se passe actuellement. Okay? Je voudrais vous demander aussi, Mme Ginette Chérubin. Parce que, excusez-moi, des Augustes, imaginez-vous qu'on arriverait, par exemple, à résoudre la sécurité puis qu'on fasse des élections tout de suite. Mais que le gouvernement qui va assurer la transition, enfin, qui va faire les élections, retombe de ces mêmes conditions que nous avons maintenant. C'est-à-dire que l'irresponsabilité par rapport à l'environnement, d'ailleurs, j'en profite pour saluer les victimes des désastres que nous avons connus récemment. Donc, un gouvernement qui serait irresponsable par rapport à l'environnement et un gouvernement qui favoriserait des petits groupes, pas vrai, et qui n'auraient pas payé de taxes, etc., donc qui encouragerait la corruption. Donc, c'est faire quoi? C'est laver mes souliers à terre. Si nous allons recommencer de cette même dynamique qui nous a mis dans cette situation de fabrication de pauvres en Haïti, de production des migrants, des gens qui vont chercher la vie, comme on dit, ailleurs dans d'autres pays. Si nous devons retourner à cela, bon, pourquoi perdre aussi son temps? Donc c'est pourquoi les solutions durables sont importantes. Madame Ginette Chérubin, il y a des inquiétudes qui planent sur cette rencontre qui va s'organiser à la Jamaïque. C'est qu'il y a déjà des acteurs qui déclinent l'invitation. Et avec les réserves que nous avons évoquées tout à l'heure, on a peur que ce qui va sortir de cette rencontre, on a peur que ça n'ait aucune répercussion, aucun impact sur la société de manière générale. C'est-à-dire, c'est sortir de la Jamaïque avec des éléments d'une autre forme de crise ou bien d'une autre étape dans la crise parce que ces acteurs-là pourraient ne pas accepter ce qui sortirait de la rencontre de la Jamaïque. Bon, je n'ai pas très bien compris la question, mais... Bah, si je reprends. D'abord, mais oui, d'accord. C'est comme si ce qui va se passer à la Jamaïque peut ne pas intéresser certains acteurs locaux sur le plan local en Haïti. C'est-à-dire quand on vient avec... Ce qui va se passer à la Jamaïque va dépendre des acteurs présents. Donc on ne va pas préparer un texte pour Haïti. La Jamaïque, et c'est important pour le Montana, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons accepté de participer à la rencontre. Et la Jamaïque va jouer simplement un rôle de facilitateur. Donc on ne va pas proposer à Haïti une résolution ou un ensemble de mesures à prendre. C'est-à-dire que ce sont les acteurs haïtiens qui vont entre eux discuter, et c'est de là que sortira une résolution, un texte. Je voulais dire aussi ce qui va sortir de ces acteurs haïtiens-là qui vont discuter pourra ne pas impacter ou bien pourra ne pas être accepté en Haïti par ces acteurs-là qui ont déjà décliné l'invitation. Par exemple, le HCT... Ah, par les acteurs qui ont... Oui, c'est ce que j'ai voulu dire, c'est ce que j'ai dit. Les acteurs qui ont déjà décliné l'invitation. Ces invitations qui sont très peu nombreux, et entre autres, vous avez parlé du HCT, ce sont des acteurs qui n'ont pas besoin de réel changement. Donc c'est certain qu'une fois que la Jamaïque, cette rencontre de la Jamaïque déboucherait sur un texte qui annonce effectivement un changement, à commencer par un gouvernement de transition bicéphale, eh bien, ils vont vous dire qu'ils ne vont pas accepter, puisque pour Ariel Henry est là à vie, quoi. Bon, c'est une façon de parler. Donc, ils ne vont pas accepter. Dès qu'il s'agit de changement et d'indices de rupture, ils ne vont pas accepter. Mais Ariel Henry lui-même, il vous a dit qu'il est là pour la continuité de ce que Jovenel Moïse avait entamé. Comment peut-il accepter que les choses changent? Quel est le poids de la CARICOM dans l'influence de cette rencontre? La CARICOM va jouer un rôle de facilitateur. Je vous disais que c'était important pour nous, avant de décider de prendre part à cette rencontre, de nous assurer que ça va être simplement le rôle de la Jamaïque. La Jamaïque ne peut pas prendre de décision pour nous. Quel est le poids de la communauté internationale là-dedans? La communauté internationale ne sera pas présente à cette réunion-là. Bon, c'est la Jamaïque. Si vous voulez parler de communauté internationale dans le sens-là, la Jamaïque en fait partie. Mais il y aura seulement la Jamaïque et les acteurs haïtiens, en tout cas dans cette rencontre.
Donc, on parle de la CARICOM. De la CARICOM, oui, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas grave, vous avez parlé de la Jamaïque. On va voir après la pause, Mme Ginette Chérubin, la position de l'accord de Montana. Et je vous passe un petit mot rapidement avant même d'observer la pause. On dit que la plus grande crainte qu'il y a, surtout avec l'accord de Montana, c'est le désaccord d'un accord, par exemple. On a peur, par exemple, si on fait quelque chose avec, je prends un exemple ordinaire, on fait quelque chose avec Mme Ginette Chérubin et que quelque part, un autre groupe de l'accord ne monte au créneau pour dénoncer, repousser, c'est-à-dire ce choix qui est fait. On va voir ça avec vous. Est-ce que, quelque part, l'entente à l'interne de certaines structures, de certains partis, n'enverrait pas d'autres signaux plus forts, même avant d'aller ailleurs, discuter sur la crise sociopolitique haïtienne? C'est le temps de la pause. C'est le temps de la pause, Madame, Monsieur, absolument. On reviendra pour en parler avec Madame Ginette Chérubin, qui est votre invitée. Notre invité à la rubrique Le Point d'aujourd'hui, on parle politique. On parle surtout de cette rencontre qui va s'organiser à la Jamaïque du 11 au 13 juin autour de la crise haïtienne. Environ une trentaine d'acteurs sociopolitiques, économiques, de la société civile, en tout cas, sont invités à y prendre part. Certains, certainement, ont déjà décliné l'invitation pour des raisons diverses, donc politiques aussi. On va continuer à en parler après la pause avec votre invitée, Mme Ginette Chérubin, qui représente l'accord de Montana, qui représentera aussi l'accord à la Jamaïque. C'est vous qui représenterez l'accord à la Jamaïque? Le Montana n'a pas encore fait sortir sa liste. Il y aura une délégation. Parfait. On en parle après la pause, Madame, Monsieur. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Madame, Monsieur, bon retour à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole et bienvenue. En tout cas, si vous êtes à peine branchés. On reçoit pour vous ce matin Mme Ginette Chérubin, qui est représentante de l'accord de Montana sur le plateau. Aujourd'hui, on parle politique. On parle aussi de cette mission, de cette rencontre qui s'organise du 11 au 13 juin de cette année à la Jamaïque autour de la crise sociopolitique haïtienne. Une trentaine d'acteurs sont invités, nous l'avons dit, dont l'accord de Montana qui est représenté ce matin donc, par Mme Ginette Chérubin, comme je le disais, que je suis heureux de revoir. Partagé, comme j'ai dit au début, le plaisir est partagé. Et on parle du désaccord dans l'accord de Montana, Mme Ginette Chérubin. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Une question qui se répète à chaque fois et ça devient presque public. Est-ce que vous avez des indices précis de ce désaccord? Vous avez déjà entendu des groupes de Montana avoir des discours différents? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Ah, voilà ma question, Colin. Parce que le Montana, comme nous avons l'habitude de le dire, c'est une mosaïque. Il y a une grande diversité d'acteurs. Je vous ai dit 1 millier d'organisations, multipliez-le par 5, par 6, par 10 par rapport au nombre de personnes. Ce qui fait que nous avons le privilège d'exercer ce qu'on appelle la démocratie au sein de Montana. C'est-à-dire qu'on peut avoir on a des espaces de débat, on peut avoir des divergences parfois, et puis ensuite on se retrouve. Mais je ne pense pas que publiquement vous ayez un indice quelconque qui puisse montrer que des acteurs de Montana ont tenu un discours différent. Parce que ce qui est important pour nous, ce sont nos fondamentaux. Les axes programmatiques que nous visons, nous avons un accord sur ces axes programmatiques. C'est ce qui est le plus important. À part ça, les petites divergences internes, elles se gèrent. La preuve, Montana aurait déjà éclaté depuis tout ce temps. Et puis, je veux vous dire aussi, comme il y a plusieurs instances, plusieurs groupes au sein de Montana, il se pourrait qu'une instance fasse une activité, qu'une autre instance fasse une autre activité. Par exemple, nous autres, là, nous nous concentrons, le BSA, sur une série d'émissions. J'en profite pour faire un peu de publicité. Donc, ce sont les émissions... Vous allez passer à l'administration pour ça, si vous faites de la publicité sur les autres. Ce sont les émissions qui se tiennent tous les mercredis à 2h, pour le moment sur Radio Kiskeya, mais j'espère qu'on va venir. Vous allez passer à l'administration, mais en tout cas, on attend que vous passiez à l'administration pour faire le suivi. Donc, nous travaillons et il se pourrait que les différentes instances aient des activités différentes à un moment donné. Mais vous n'allez pas retrouver de contradiction. Et vous savez, ça envoie des signaux peut-être inquiétants dans le public. C'est comme pour dire, si on choisit Mme Ginette Chérubin pour faire quelque chose au nom de l'accord de Montana, même si le groupe qui serait ou qui est avec vous accepterait
que vous soyez représenté, ou bien que vous représentiez, disons mieux, donc l'accord, un autre groupe peut intervenir pour désapprouver, pour peut-être contredire, etc. De toute façon, on a peur de ça, vous savez, je suis journaliste, je ne vais pas vous révéler mes sources. Là, qu'est-ce que vous répondez à ça? J'allais vous dire que le Montana, ce n'est pas une foire. Nous avons un accord, et l'accord explicite très bien les différents rôles, les différents mandats. Par exemple, moi j'appartiens au BSA. Le BSA est responsable de la mise en œuvre de l'accord. Il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est ce que l'accord a prévu. Et nous, comme je vous ai dit, cet accord n'a pas été fabriqué, concocté en officine. C'est un accord qui a ramassé tout ce que je vous ai dit, je ne vais pas le répéter encore. Dans notre ADN, nous avons le dialogue et nous cherchons le consensus. Et c'est ainsi que l'accord a émergé. Donc, l'accord dit ce qu'il faut faire. Il suffit d'aller dans l'accord. Chaque fois que vous avez l'impression que quelque chose ne marche pas bien, visitez l'accord. Et vous allez comprendre très bien que les règles sont là, tout est clair. Il y a 3 organes spécifiques. Il y avait d'abord la commission pour une solution haïtienne à la crise. Ensuite, cette commission a monté le BSA. Le BSA a donc la charge de la mise en œuvre de l'accord. C'est le BSA qui a mis en place le KNT. C'est le BSA qui devra mettre en place l'OCT, qui est l'organe de contrôle du gouvernement. Tout ceci est dit dans l'accord. Ce ne sont pas des... Ce ne sont pas des improvisations. Nous avons un président qui a été élu. Le président a été élu pour la transition. Ce n'est pas un président de Montana. Il n'y a pas de président à la tête de Montana. Il y a un président élu pour la transition. Et jusqu'à ce que ce gouvernement soit en place, justement, ce gouvernement de transition, avec le président élu de Montana ou avec un collégial, par exemple, parce que nous discutons avec d'autres acteurs. Donc, une fois que nous arrivons à une forme de bicéphalité avec un premier ministre et un président ou un collégial, donc ça va. C'est à ce moment-là que le président élu de l'accord de Montana pourra entrer en jeu. Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre? C'est ça, c'est son rôle. C'est pourquoi il a été élu. Et on ne dit pas qu'il doit rester sans rien faire. Il entreprend un ensemble d'activités, c'est très bien. Il a une tournée récemment, c'est très bien. Mais je veux vous dire que l'organe de décision, c'est le BSA. Maintenant, en dehors de ces 3 organes officiels prévus dans l'accord de Montana, il y a, donc j'ai dit le BSA, j'ai dit le KNT. Le KNT qui est le Conseil national de transition qui a fait les élections, vous vous rappelez? L'OCT qui sera monté après, qui va remplacer le Parlement, si vous voulez, en période de transition. Ce sont ces 3 organes qui sont des organes officiels. Il y a un organe d'accompagnement prévu aussi dans l'accord. C'est un organe qui accompagne pour les négociations. À part ça, toutes les autres instances dont nous parlons, le forum politique, la plateforme de la société civile, c'est nous autres BSA qui avons jugé que pour la mise en œuvre de l'accord, il serait bien d'élargir la plateforme de participation. Maintenant, vous avez parlé de... Allez-y, la madame. Plateforme, pour élargir la participation, nous avons fait des instances intermédiaires, je pourrais dire, mais qui ne figurent pas dans l'accord. Le seul organe responsable de la mise en œuvre de l'accord s'appelle BSA. Voilà. Voici la question que j'allais vous poser, je vous la pose maintenant. C'est-à-dire, si quelqu'un doit négocier, discuter de manière directe, pragmatique, c'est le BSA qu'il faut voir, le bureau de suivi de l'accord. Selon l'accord, à moins qu'on donne un coup d'État à cet accord ou bien qu'on refasse les assises et que l'accord soit modifié. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, pas de question vous que X ou Y vous représente rappelez l'accord. au début, quand des gens pensaient qu'il y avait un grand conflit avec le président, etc., le président disait toujours que moi, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas le mandat, de signer, de négocier et de signer officiellement. Il l'a dit clairement dans toutes les radios. C'est pourquoi je vous dis qu'en fait, il n'y a pas de discours contradictoire. Là, vous parlez du président et de l'accord de Montana. Il y a des divergences parfois et puis qui se règlent. Pardon. Non, là, vous avez parlé du président élu de l'accord de Montana, l'économiste Fils Alphonse Jean. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, parce que les gens aiment ça aussi, que les choses se brouillent et que les choses n'avancent pas. Non, pas les journalistes, madame Chérubin. Non, pas les journalistes. Et après, madame Chérubin, on boit. Et après, les présidents, on boit. Et après, le discours a toujours été le même. Vous nous accusez. Parce que tout est dit dans l'accord. Vous nous accusez, madame Chérubin. Non, je n'accuse pas des augures, j'ai dit certains journalistes. Oui, ok. Allons-y. Maintenant, qui va représenter l'accord? Ça, tu sais très bien que je ne vais pas faire ça. Qui représente l'accord à la Jamaïque? Donc, je vous ai dit que la délégation officielle, elle va être publique. Je n'ai pas le mandat pas de l'international, parce que les gens qui n'ont pas de mandat, ni autorisation internationale là pour changer question bicéphale. Nous autres, moi, je n'ai pas le mandat là ce matin de vous... Combien, par exemple, même si la liste n'est pas encore définie? 4.
Vous serez 4. Oui, oui. Mais je pense que durant la journée, vous allez connaître la composition de cette délégation. En tout cas, merci déjà. Patientez un petit peu. On est patient. Il y a des discours de certains clans, de certains partis, structures, de certaines structures qui seront à la Jamaïque, qui font croire que chacun va défendre son clan, son camp. C'est comme un autre match, ou bien les mêmes équipes sur un autre terrain. Le déterminisme, Madame Chérubin. Mais écoutez, est-ce qu'on ne peut pas le craindre, le déterminisme? Si vous avez suivi Montana, l'évolution de Montana, moi je parle du lieu de Montana. Parce que certainement, il y a des gens, je pense que M. André Michel a dit publiquement qu'il allait défendre l'accord du 21 décembre. Nous ne pouvons pas jouer un match nous-mêmes. Nous allons défendre Haïti. C'est une image que j'ai prise, comprenez? Nous allons défendre Haïti. Et bon, nous espérons que la plupart des acteurs qui seront présents auront cette même velléité, cette même volonté. Donc, voir ensemble comment sortir Haïti de ce pétrin, de ce trou où notre pays, notre cher pays se trouve. C'est ce qu'on va faire. Je vous dis tout de suite que les représentants de la délégation de Montana ne négociera pas certains fondamentaux de Montana. Par exemple, non. Par exemple, la question de la souveraineté. Vous pensez que nous allons quitter que l'international vienne changer l'élection et puis mettre et bandit légal sur le monde? C'est-à-dire que peut-être que le rapport de force fera que c'est ce qui va se reproduire. Et c'est vers ça qu'on veut aller en se précipitant de faire les élections maintenant. C'est faire des élections pour ne pas sortir. Non, dans un moment où les gens ne peuvent pas aller voter, ça veut dire que l'électorat n'a pas de force pour aller voter. Et puis pour qu'un petit groupe fasse toute élection, même fait toute baille, il est en cuisine là, avec l'international là. Et puis la continuité dont je vous ai parlé. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de nous dire que si la chose n'est pas en votre faveur, à tort ou à raison, on n'est pas en train de dire que si vous avez tort ou raison, si la chose n'est pas en faveur de vos fondamentaux, vous n'allez pas l'accepter? Nos fondamentaux ne peuvent pas être négociables, parce que ce sont des choses objectives. Est-ce que vous pensez qu'on y a, mon a volé dans l'État, il ne peut pas parler en justice? Est-ce que vous pensez que c'est possible, par exemple? Ce n'est pas possible. Est-ce que vous pensez que tout le monde qui t'a kidnappé, il n'a pas dû juger? Ce n'est pas possible. Mais on n'a pas besoin d'être grand clair, on n'a pas besoin d'universitaire pour comprendre ça. Ce ne sont pas ces fondamentaux dont nous parlons ne sont pas conçus par Montana en petits groupes. Nous avons pris, comme je vous ai dit, nous avons collecté des travaux déjà réalisés, nous avons écouté, nous avons été à l'écoute des revendications populaires et nous connaissons aussi le pays, nous vivons les choses. Et c'est à partir de cela que ces fondamentaux dont je vous ai parlé ont émergé. Donc on ne peut pas ne pas lutter contre les sécurités. C'est-à-dire que vous allez défendre vos fondamentaux du bec et des ongles, comme l'expression le dit. J'espère que cette expression ne dérangera pas. Écoutez, on va défendre tout ce qui peut servir à Haïti pour qu'Haïti ne retombe pas dans ce trou. Ça signifie que si Montana aurait omis de ses fondamentaux un point important que notre acteur proposerait, bienvenue. C'est ce que je vous dis. Donc, il n'y a pas question d'aller défendre l'accord de Montana, c'est de voir comment on peut sortir Haïti définitivement de ce trou où nous nous trouvons. Nous fabriquons les pauvres chaque jour qui prennent l'autre côté pour chercher la vie. Nous pas, ça faut que nous pas faire encore. Quitter son petit groupe, monde qui jouit de toute richesse, il ne pas payer taxes, il ne pas payer à enrichir. Voici ce que je On doit lutter. comprendre. Les gens n'ont pas accès aux services sociaux. Mais c'est normal qu'on accepte cela. Je vais prendre un autre exemple, Madame Chérubin. Il y a de ces acteurs qui demandent déjà le départ du Premier ministre, le docteur Ariel Henry. Or, selon eux, aucune solution à la crise ne peut se trouver avec la présence du docteur Ariel Henry. Certainement, il y aura aussi des représentants de l'accord du 21 décembre 2022 qui seront à la table, qui, eux, de leur côté, vont défendre leur position. C'est ce qu'on veut voir. Maintenant, est-ce qu'il y a un lieu de compromis quelque part? Donc, si vous êtes sur une table et que vous allez défendre des problèmes d'un pays, vous pensez que vous pouvez vous accrocher à une personne? Et quelle personne? Une personne qui a été installée par l'international. Et quelle personne? Une personne qui a été indexée dans un crime crapuleux que nous connaissons. Et quelle personne? Une personne qui signe dans le moniteur un acte public et qui dit le contraire. Alors, si vous voulez défendre un pays, est-ce que vous allez La défendre réponse n'est pas à moi, à dire vrai. Ah bon? Non, c'est donc, que... ce que je veux vous dire, c'est que ce qui s'est passé pendant 2 ans n'inspire pas confiance. Or, nous voulons Ce n'est pas ce que pensent les alliés, par exemple. Non, nous n'allons pas chercher ce que pensent, ce que les gens ont dans leur tête. Essayons d'être objectifs, d'avoir une analyse objective. Pendant 2 ans de ce passé-là, je pourrais demander des questions à vous tous qui êtes là. Qui s'est réglé dans le pays? Qui s'est réglé dans le pays? Je deviens le journaliste. Je ne fais pas mes travaux. Mais rien ne s'est passé dans le pays pendant 2 ans.
Rien ne s'est passé, sauf que le banditisme a augmenté, sauf que plus c'est qu'on y a kidnapping non petit et baissé. Pas rien, moun a pétré, moun a mouru dans forêt, traverser forêt pour aller, qu'on y a couru dans Biden. Ça veut dire que vous êtes un pays qui ne peut même pas retenir ses fils. Donc pourquoi faudrait-il qu'on continue avec la même personne? On n'a rien contre une personne qui s'appelle Des Augustes, mais sous son journaliste, il faut qu'on fasse travail. Il faut qu'on ait un résultat à métropole. Si on n'a pas un métropole résultat, pour qui ça va le Kimbo? Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent m'aimer, d'autres qui peuvent ne pas m'aimer. Je vous dis que je ne veux pas faire ces personnalités. Élevons le débat. Faisons une analyse objective. Est-ce que si vous êtes là à métropole et que vous ne donnez pas, vous ne respectez pas vos engagements, vous ne donnez pas des résultats, est-ce que le directeur de la radio métropole est obligé de vous conserver? Voici oui, s'il Gonzame en tête li. S'il Gonzame en tête li. Oui, c'est ça. Voici exactement ce que j'ai voulu voir. Je ne suis pas spécialiste, pignon sur rue, en matière de médiation, en matière de compromis, en matière de négociation. Mais on sait basiquement qu'une négociation, aucun compromis, chacun perd de ses idéaux, de sa partie, de sa grande partie, c'est-à-dire de ses intérêts, pour aller vers l'autre. Un compromis aussi, c'est cela, c'est une négociation. C'est que mais qu'est-ce qui rend le compromis durable Des Augustes? Qu'est-ce qui peut rendre un compromis durable? Si le compromis se base, n'est-ce pas, sur des choix durables aussi, sur des choix qui apportent des résultats. Mais si vous patinez sur place, si vous avez une situation qui ne marche pas, qui fait pleurer les gens tous les jours, qui fait mourir les gens tous les jours, qui fait, je disais hier, gros trip à valer petit trip. Si vous avez cette situation-là, vous voulez la faire perdurer? On va laisser poser une petite question. Pourquoi la faire perdurer? C'est une affaire objective, c'est même pas une affaire de personne. Nous devons avancer. Et nous devons, comme je vous dis, inspirer confiance. Ne serait-ce que pour avoir les élections. Dans combien de temps d'après vous? Il faut... Moi, quand on me demande ça, j'ai répondu hier à parler de CEP de l'élection. Je me dis, moi, je ne vais pas rentrer dans le jouet de thé. Il y a des gens qui viennent avec question de connotation jouet de thé, ça sont jouet de tel. Le Premier ministre parce que, je vais vous dire... En parlant de vous aussi. Heureusement que vous êtes journaliste et que vous vous rappelez. Mais maintenant, on garde ça bon jouet de terre. Parce que comment pouvez-vous parler d'élection? L'un moment que vous ne pouvez pas faire campagne, l'électorat n'a pas sorti à le voter. Et Blanc, c'est lui-même qui a mis le Premier ministre, c'est lui qui chef le pays, nous sous tutelle totale. Vous pensez que pour gagner l'élection là, il faut que des conditions préalables soient remplies pour les élections. Nous voulons les élections. Quand nous parlons de gouvernement de transition, c'est avec une certaine légitimité qu'on essaie de construire avec une force de société qui serait derrière ce gouvernement de transition. Il y a des gens qui disent parce que qu'une ce transition gouvernement ne devrait pas remplacer aucune une transition. Une transition ne devrait pas remplacer une transition, selon des hommes politiques. Bon, ce sont des gens qui jouent avec les mots. Parce que quand vous faites une transition, c'est pour aller vers une étape. Je ne veux pas me redire, mais depuis le temps que ces gens sont là, quelle étape on a franchi déjà? Donc, c'est une transition de fait, allons dire, mais ce n'est pas une transition réelle. Transition vers quoi? Qui s'est fait? Bon, bah, ils viennent empirer, on n'est même pas prêt pour faire les élections. Donc, ce n'est pas une question de transition. Dans la transition, est-ce que la transition a vraiment commencé? Il y a un vide. Nous sommes dans le vide. Moi, je ne dirais même pas qu'on est dans un moment de transition. Nous sommes carrément dans un vide total, institutionnel, constitutionnel, vide total, vide de confiance. Et comme je vous dis aussi, la population n'ira pas voter si elle ne se sent pas en confiance. Vous parlez aux autres acteurs invités, vous avez déjà peut-être... ça existe entre membres d'un même secteur, d'une même famille, de petites complicités. On sait qu'on va défendre ci, qu'on va défendre ça, on sait qu'on a des préalables. Vous parlez à certains d'entre eux, les acteurs invités, par exemple, ceux-là qui se confirment, qui confirment leur participation. Les acteurs qui vont aller à la Jamaïque. Je vous ai dit qu'il y a un dernier round, on pourrait dire. Non, je ne parle pas de Montana. Non, je ne parle pas de Montana, je parle des autres acteurs. La première chose, c'est que Montana sait que, puisque Montana n'a jamais parlé de prise d'armes, Montana sait que sa force tient d'une masse critique de la population haïtienne qui serait avec elle. C'est la seule force qui peut s'opposer aux forces rétrogrades qui sont en face de nous. Donc le Montana cherche à tout moment d'élargir sa plateforme d'adhésion, d'avoir plus d'alliances. Donc à tout moment, et avoir plus d'alliances ne veut pas dire seulement coopter les gens qui viennent joindre nous. C'est-à-dire que nous débattons, nous discutons avec eux. Est-ce que vous vous rappelez qu'à un moment, on avait une entente avec Le Pen? Et beaucoup de gens avaient critiqué cela. Mais c'est parce que justement, on cherchait à trouver un consensus avec d'autres acteurs et on était bien disposé à céder certains points. Pas les fondamentaux, pas les fondamentaux. Donc, c'est dire qu'on est ouvert donc à parler à d'autres acteurs. Et si on arrive à les convaincre, ils nous rejoignent. Mais sinon, au moins, ils se mettent
ils se rangent de plus en plus sur notre position. Donc Si on vous vient trouvez d'avoir quelqu'un- un ensemble d'échanges et de dialogues avec d'autres acteurs qui penchent un peu vers les fondamentaux du Montana. Parce que c'est, comme je vous dis, objectivement, il faut passer par là pour changer la situation, la donne en Haïti. Donc plusieurs de ces personnes vont aller à la Jamaïque. Donc peut-être qu'on va se rencontrer encore sur des points. Donc on ne rencontre pas les gens, on n'a pas rencontré les gens parce qu'on allait à la Jamaïque. C'est la négociation qui est permanente et qui a évolué. Et il y a beaucoup de ces personnes qui vont se retrouver à la Jamaïque. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que même si on a cherché des gens pour venir avec nous, ce n'est pas ça lié. On a les négociations continuées, pas avec le gouvernement en place, puisque ça a chopé quand le Premier ministre a dit qu'il n'avait ni mandat, ni autorisation pour aller vers le bicéphale. Le dialogue s'est arrêté avec le gouvernement, mais avec les autres acteurs, jamais. Des informations font croire que le Premier ministre sera présent à la rencontre. Non, moi je n'ai pas l'agenda du Premier ministre. Je suis désolé, je ne peux rien dire de cela. C'est vous-même qui êtes capable de dire. Comme journaliste, peut-être que vous avez eu un mot de l'exécutif pour vous dire qu'il sera là ou qu'il ne sera pas là. Moi, je n'ai pas son. Nous n'avons pas l'agenda du Premier ministre. Mais vous dites, tout doit se faire sans le docteur Ariel Henry comme Premier ministre au pouvoir, selon vos exigences basiques. Je n'ai pas dit nous. Je vous ai posé la question objectivement. J'ai dit que le gouvernement en place, est-ce qu'on lui fait confiance? Est-ce qu'il a une certaine légitimité? Parce que nous autres, à Montana, nous ne pouvons pas dire que nous sommes légitimes, nous n'avons pas été votés. Mais nous sommes en train de construire un consensus qui peut donner une certaine légitimité. Ce gouvernement en place a quelle légitimité? Quelle légitimité? Le fait qu'il soit héritier de Jovenel Moïse? Le fait que l'international l'ait mis en place? Voilà, c'est ce que je vous dis. Je ne vous dis pas que ce sont les sentiments de Montana. On analyse objectivement. Vous voyez? Donc, si après la rencontre, rien ne sort de nouveau, c'est-à-dire comme une proposition réelle à la nation, je dois vous dire que je ne pense pas que rien ne sortira pas parce que nous avons vu des acteurs évoluer et les gens ont commencé à comprendre les choses. Hier, j'étais sur une radio et je disais que je peux demander individuellement à chaque Haïtien est-ce qu'on n'a pas souffert de ça dans vivre là Les gens ont compris qu'il faut qu'on en sorte. Ou bien si que ce qui sortira n'influencera nullement dans le sens positif, surtout le pays. Quelle sera la position de Montana? C'est ma dernière question pour finir. Je ne sais pas non quoi vous répondre. Le Montana, je vous ai dit, on va défendre le pays. Donc je vous ai dit sur quoi on doit discuter objectivement. Et bon, si ça n'avance pas, le Montana ne peut pas seul changer le pays non plus. Parce que comme je vous dis, il faut une force de société pour pouvoir faire face aux forces rétrogrades qui sont en face. Si on n'arrive pas, on va continuer le travail. Ce travail-là, on a fait. On fait le travail là toujours. Montana continue à remplir mission. Merci beaucoup, Mme Ginette Cherubin, de votre disponibilité à Métropole. Peut-être on va se revoir après le 13. Et on pourra se parler peut-être entre le 11 et le 13. Et j'espère vous annoncer de bonnes nouvelles. Comme haïtien, on l'espère. Et comme journaliste, pour la patrie. Comme journaliste, je serais très heureux peut-être d'avoir la résolution et peut-être ce qui sortira, qui apportera... Non, même si ce n'est pas définitif, mais pourvu qu'on avance, on va rentrer dans une dynamique et le dialogue pourra se poursuivre ici ou ailleurs. Parce que nous n'avons pas de problème à travailler ici en Haïti, à travailler avec la diaspora dans d'autres pays. Nous n'avons pas de blancophobie non plus tout. Au contraire, blanc, nous regardons dans les yeux pour le dire l'irresponsable, tout. Largement de ça qu'a fait là. Donc nous sommes ouverts. Ni de blancomanie. Surtout pas. Surtout pas. On a bien expliqué ça aux Blancs chaque fois qu'on le rencontre. Merci beaucoup, Mme Ginette Cherubin, de nous offrir, comme d'habitude, ce moment de régal et de partage aussi, de compréhension sur la situation sociopolitique du pays. On vous le rappelle, vous représentiez l'accord de Montana sur le plateau qui participera à cette rencontre à la Jamaïque autour de la crise haïtienne. En tout cas, nous faisons appel à ceux qui ne se sont pas encore réveillés, qui restent dans leur zone de confort pour engager une bataille à tout. Voilà qui met fin à la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Madame, Monsieur, votre invité, Madame Ginette Cherubin, représentante de l'accord de Montana sur le plateau. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. La reprise de Le Point, c'est pour 1 heure. Je suis Jean-Jules Desaugustes. Au revoir. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.